Bonjour. Aujourd'hui au programme, pour ceux que ça intéresse, une petite vidéo sur le triangle d'exposition. Alors c'est évidemment une vidéo qui à la base, on va se dire, est plus destinée aux débutants, hein. Après, vous voyez, hein, c'est comme vous voulez. Il y a peut-être des petits trucs quand même qui vont dépasser le stade débutant dans ce que je vais raconter. Et ben on y va. Alors, déjà, triangle. Pourquoi triangle? Ouverture, vitesse, ISO. Savoir que le triangle, ça vient de la photo numérique, hein, parce qu'en photo argentique, c'était pas un triangle, hein, c'était un couple. C'était l'ouverture et la vitesse. Parce que les ISO, ils étaient fixés par la pellicule qu'on mettait, il y avait quand même les ISO, hein, mais ils étaient fixés par la pellicule qu'on mettait dans l'appareil, donc toutes les photos qu'on faisait sur cette pellicule étaient au même ISO. Donc comme ce n'était pas un paramètre variable, on ne pouvait quand même pas vraiment parler de triangle d'exposition, hein. Sûr, quand vous changiez la pellicule, vous pouviez en mettre une qui n'avait pas du coup les mêmes ISO, mais enfin, c'était pas un vrai paramètre variable, c'est devenu un paramètre variable avec la photo numérique. Voilà. Mais ce n'est pas un paramètre mécanique, hein, on va en parler après, les ISO, alors que l'obturation, tant qu'on est en obturation mécanique, hein, et l'ouverture sont des paramètres mécaniques, hein, alors là qui existaient depuis que la photo existe. Donc, déjà, triangle d'exposition, c'est l'expression, je trouve, est un petit peu galvaudée. Alors, on commence par quoi? Je sais pas, allez, la vitesse, tiens. Déjà, c'est pas une vitesse, c'est un temps de pause, hein. Parce qu'une vitesse, c'est quoi une vitesse? C'est une distance divisée par un temps, hein. C'est des mètres par seconde, des kilomètres par heure, tout ce que vous voulez. Là, c'est des secondes ou généralement des fractions de secondes, parce que souvent c'est inférieur à une seconde, mais c'est un temps, c'est pas une vitesse, donc c'est un temps de pause. Voilà. Alors, ce temps de pause, il est fait comment? Tout du moins en obturateur mécanique. Alors, un obturateur mécanique, c'est un truc très bête, hein. C'est un système de lames, hein, voilà, comme ça. Il y en a une qui descend, la première, et l'autre, elle descend après, devant le capteur, hein. Et donc, suivant le temps que la deuxième lame va mettre à descendre, enfin, va prendre avant de descendre, ça va exposer plus ou moins longtemps le capteur, hein. C'est vraiment tout bête. Alors ça marche jusqu'à un certain temps de pause. Au-delà de ce temps de pause, c'est-à-dire si on veut que ça aille plus vite, quoi, en quelque sorte, là, il va falloir que le deuxième rideau, hein, on dit, parte avant que le premier soit arrivé. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est une bande en fait qui va passer devant le capteur, ce qui revient au même que de l'avoir exposé entièrement, mais moins longtemps. Et voilà, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'à un moment, les rideaux, ils ne peuvent pas aller infiniment vite, quoi. Donc quand on dépasse un certain temps de pause, alors ça dépend des boîtiers. Là, par exemple, sur le Fuji, il me semble, hein, que c'est 1/250e de seconde, parce que c'est une vitesse importante, c'est ce qu'on appelle la vitesse de synchro flash. Alors, je ne vais pas expliquer pourquoi là, hein, mais c'est simple, mais bon, voilà. En tout cas, c'est sûr qu'à partir du moment où on dépasse ce temps de pause, hein, par exemple 1/500e de seconde, 1/1000e de seconde, etc., et là, ça va être l'histoire de la bande qui va passer devant le capteur. C'est tout. Hein, aucun effet indésirable, hein, contrairement à l'obturation électronique justement qui elle fait du rolling shutter. Bref, donc voilà pour le fonctionnement mécanique. Alors après, on va dire qu'il n'y a pas d'impact spécifique sur la vitesse pour des sujets posés, quoi. On va dire tant que, ça y est, j'ai dit la vitesse, hein, vous avez vu les erreurs ont la vie dure, hein. Donc, tant que le temps de pause n'est pas trop grand, eh bien, pour un sujet qui ne bouge pas, toutes les vitesses sont bonnes, quoi, hein. Alors, jusqu'à une certaine limite quand même, c'est-à-dire que la limite pour un sujet qui ne bouge pas, c'est vous, hein, c'est vos mains, c'est vos bras, c'est ce qu'on appelle le flou de bouger. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, quand même,
si on veut mettre un temps de pause qui est long, on doit mettre l'appareil sur un pied, hein, c'est sûr. Alors, depuis un certain temps, on a reculé ce moment-là en mettant des stabilisations dans les boîtiers, stabilisation capteur et dans les optiques, qui permettent de reculer le moment où on est obligé de prendre un pied, hein, et qui permet entre autres de prendre à main levée des photos en basse lumière, du moment qu'il n'y a pas trop de mouvement quand même, parce que l'autre problème où là le temps de pause a un impact, c'est si le sujet bouge. Et là, si le sujet bouge, à moins que vous vouliez donner un effet de flou artistique, sinon en général vous voulez plutôt le figer, et là alors il faut diminuer le temps de pause, hein, et on dit avec le mot vitesse qu'on ne devrait pas dire aller vers des vitesses élevées. C'est-à-dire diminuer le temps de pause, donc, hein, et donc être à un 500e de seconde, un millième de seconde, etc., suivant le sujet. Hein. Alors, par exemple, un petit oiseau qui s'envole, là, c'est conseillé d'être au moins au 4 millième de seconde, hein, si on veut bien figer le mouvement, voire plus même. Voilà. Donc, du coup, hein, ce paramètre, on le fait varier suivant le sujet qu'on a à photographier, ça, on est d'accord. Mais, alors là, puisqu'on a commencé par la vitesse, eh ben, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Quand on passe d'une vitesse qu'on appelle normalisée, comme 1/30e de seconde, 1/15e, 1/60e, 1/125e, etc., hein, c'est-à-dire l'écran que vous avez sur votre molette des vitesses, tiens, si vous avez un XT4, 5, etc., et sinon sur tous les boîtiers PASM, de toute façon c'est ce qui est affiché quand on tourne une molette, hein. Voilà. Alors après on peut aussi y aller par tiers de valeurs normalisées, mais là on va parler des vraies valeurs normalisées. Entre chaque valeur normalisée, il rentre 2 fois plus de lumière, ou 2 fois moins, ça dépend dans quel sens évidemment on regarde. Ça c'est la règle de base de l'exposition en photo. Alors c'est donc valable pour les vitesses, on va le voir, c'est valable pour les ouvertures et pour les ISO aussi, hein. En tout cas pour les vitesses, c'est bien ce qui se passe. Alors on s'en rend compte assez facilement parce que on double la quantité de lumière qui rentre, par exemple, mettons entre 1/15e de seconde et 1/30e de seconde. Bah oui, 30 c'est le double de 15, ok, ça paraît très logique, hein. Il n'y a pas de souci. Parce qu'on va voir qu'avec les ouvertures, c'est pas si simple. Mais bref, avec la vitesse, c'est simple. Voilà. Alors des fois, il y a des arrondis, hein, quand même. Par exemple, normalement, on part de 1 seconde, on va dire. Après, on multiplie d'un côté 2 secondes, 4 secondes, etc. Et de l'autre côté, on divise par 2, donc 1 demi-seconde, 1/4 de seconde, 1/8e de seconde. Et après, on devrait dire normalement 1/16e de seconde. Mais alors après, si on commence à dire 1/16e, il va falloir dire 1/32e, 1/64e, c'est trop compliqué. Donc on arrondit à 1/15e dans les valeurs normalisées et on repart du coup 1/30e, 1/60e. Et là après, normalement, après 1/60e, c'est pareil, on devrait avoir 1/120e. Bah ouais, mais 120, après si on continue, ça va faire 240, 360, ça va pas être pratique non plus. Donc du coup, au lieu de 120, on se fait un petit arrondi à 125. Et là, c'est mieux, parce qu'après, ça fait 250, 500, 1000, voilà. Et après, c'est bon, on ne fait plus d'arrondi. Voilà, en tout cas, la règle, c'est ça, hein, il faut bien retenir, c'est entre chaque valeur normalisée de vitesse, on fait rentrer soit 2 fois plus, soit 2 fois moins de lumière sur le capteur. Voilà pour les vitesses. Allez, on passe à l'ouverture. Ah, l'ouverture. L'ouverture, ça va être un peu plus long, hein. Déjà, quel est l'effet de l'ouverture sur la photo? La vitesse, on a dit, ça figeait en gros plus ou moins le mouvement, hein. Alors l'ouverture, au fait, c'est mécanique, hein, c'est donc le fameux diaphragme, hein, qui est à l'intérieur de l'objectif et qu'on peut plus ou moins fermer, ouvrir, hein, jusqu'à une valeur maximale, évidemment, qui dépend de la taille de la lentille principale de l'objectif. Alors l'effet de l'ouverture, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est quand l'ouverture est petite, c'est-à-dire que le trou est petit du diaphragme, ça va donner plus de profondeur de champ, et inversement, hein, plus le trou est grand, moins il y aura de profondeur de champ, ce qui est recherché notamment dès qu'on fait un portrait.
Et plus de profondeur de champ, c'est recherché plutôt quand on fait des photos de groupe, plusieurs personnes, ou évidemment des paysages. Voilà. Alors, on a des limites évidemment dans les deux sens, c'est-à-dire que du côté flou rapide, d'arrière-plan et d'avant-plan aussi d'ailleurs, c'est une histoire de profondeur de champ. La limite, c'est que plus on va vouloir un objectif qui a une ouverture grande pour faire du flou, plus ça va coûter très cher et plus ça va peser très lourd et être très gros. Voilà. Alors que dans l'autre sens, il n'y a pas du tout de contrainte à faire des objectifs qui ferment suffisamment. Mais là, la contrainte, par contre, c'est un phénomène physique qui s'appelle la diffraction. Vous faites passer de la lumière par un trou de plus en plus petit. Au bout d'un moment, les rayons lumineux, ils vont partir en live, complet. C'est-à-dire qu'une fois passé le trou, ils vont partir dans tous les sens. Alors il y en a quelques-uns quand même qui vont bien être focalisés sur le capteur, mais beaucoup moins que normalement. Et donc ça donne une photo qui tout d'un coup perd complètement en piqué et en contraste. Et c'est donc ce qu'on appelle la diffraction. Il faut savoir que mine de rien, dans les petites ouvertures, ça arrive assez vite. C'est-à-dire qu'en APS-C, par exemple, il est assez déconseillé de dépasser f11 et avec certains objectifs même de dépasser f8. Alors tiens, justement, c'est quoi f8, f11, tout ça, là, ces chiffres? Alors, c'est là que peut-être vous ne savez pas tout. Pour ceux que ça intéresse, ça sort d'où? Alors on a 1, 4, F2, 2, 8, 5, 6, 4, enfin bon, c'est bizarre. Alors on peut quand même remarquer que il y a 2, il y a 4, il y a 8, ok. Il y a 1, 4, 2, 8. Bon, 2, 8 c'est quand même le double de 1, 4. Après il y a 5, 6, 5, 6 c'est quand même bien le double de 2, 8. Donc on sent qu'il y a une histoire de x2 quand même dans cette histoire. Et là, on se dit tout c'est clair, c'est le cas de le dire. Parce qu'on a dit tout à l'heure, entre deux valeurs normalisées, on fait rentrer on fait rentrer 2 fois plus de lumière ou 2 fois moins de lumière. Donc voilà. Ah oui, mais non, parce que là, il faut passer 2 crans d'ouverture pour doubler. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes à F2, que vous doublez ce nombre, ça fait F4, mais là, vous avez passé 2 crans d'ouverture. Comment ça se fait? Alors, en fait, là, désolé, mais il faut faire un peu de la géométrie, des maths. C'est-à-dire que le fameux nombre là, le 2, 8, 4, il est obtenu en fait par un calcul qui est, on va dire, logique pour donner l'ouverture. C'est le rapport entre la distance focale et le diamètre de la lentille, enfin le diamètre du diaphragme. Voilà. Alors, supposons que le diaphragme est vraiment ouvert au maximum. C'est pour l'ouverture donnée maximale de l'objectif, c'est donc la division entre la distance focale et ce diamètre. Bon, donc ça donne ces fameux nombres là. Voilà. Alors le problème, c'est que quand on dit ça correspond à 2 fois plus de lumière qui rentre, quand on parle de lumière qui rentre, on parle d'une surface, alors que la distance focale et le diamètre sont des longueurs. Et quand on va faire un x2 sur une surface, en fait, on ne fait pas un x2 sur les longueurs. Alors là, c'est très clairement la même histoire qu'en recadrage, là, vous savez. Vous dites, vous partez par exemple d'un capteur 40 mégapixels, tiens, au hasard. Donc c'est un rectangle, ok, et 40 mégapixels, c'est une mesure en quelque sorte de la surface du capteur. Vous dites, je fais un crop x2. Donc, alors déjà, c'est pas fois, c'est divisé. C'est-à-dire que vous allez diviser la longueur et la largeur par 2 de votre rectangle. Bon, une fois que vous avez divisé sa longueur et sa largeur par 2, votre nouveau petit rectangle, vous pouvez en mettre 4 dans le grand rectangle. C'est-à-dire qu'en fait, la surface, elle a été divisée par 4. Alors, on dit que quand on applique un facteur de crop
un rectangle ou n'importe quelle figure, hein, finalement. Un facteur de crop, c'est sous-entendu sur les longueurs, et donc la surface, elle est divisée par ce nombre au carré. Donc si vous faites un crop x2 sur du 40 mégapixels, vous tombez en fait à 10 mégapixels de résolution, pas à 20. D'accord? Et ça, c'est un principe général en géométrie, c'est-à-dire que vous prenez une figure, vous la croppez d'un certain facteur, c'est-à-dire vous la divisez par un certain, vous divisez toutes ces dimensions par un certain nombre. Sa surface est divisée par ce nombre au carré. Donc là, revenons à notre histoire. Si notre quantité de lumière double entre deux valeurs normalisées, ben, elle fait x2. Mais c'est une surface qui fait x2, ce n'est pas une longueur. Donc là, ça va être le contraire du carré qui va s'appliquer aux longueurs, parce qu'on regarde les choses dans l'autre sens en fait. C'est ce qu'on appelle une racine carrée, donc en mathématiques. Et donc, puisqu'on double, on divise par 2 d'une valeur normalisée de l'ouverture à la suivante ou à la précédente, ben, c'est qu'en fait, les longueurs, elles, c'est-à-dire le fameux diamètre et pas la distance focale, puisque elle reste fixe dans l'objectif, mais enfin le fameux diamètre, lui, qu'on fait varier avec le diaphragme, eh ben, il a été modifié d'un facteur racine carrée de 2, et pas 2. Alors, ça fait combien racine carrée de 2? Ben, racine carrée de 2, ça fait à peu près, un nombre qui tombe pas juste, hein, ça fait à peu près 1,414. Si on lui met 3 chiffres après la virgule. Par contre, si on garde qu'un chiffre après la virgule, bah, ça fait à peu près 1,4. Oh, 1,4. Mais tiens donc. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, on va partir de F1, qui est la base en fait du calcul, hein, tout simplement. On part de F1 et ensuite on augmente donc de 1 intervalle, on appelle ça un intervalle de luminance au fait, hein, un IL. Voilà, c'est-à-dire le fait de doubler la quantité de lumière qui rentre. Donc hop, on double la quantité de lumière qui rentre sur le capteur, c'est-à-dire en gros on double la surface de lumière schématiquement, disons, ou on la réduit plutôt, parce que là on va dans le sens où on réduit, et l'ouverture L en fait a été divisée par racine carrée de 2, donc comme racine de 2 ça fait 1,4 à peu près, et ben c'est donc l'ouverture 1,4. Voilà, tout c'est clair. Alors après, ben, on continue, en fait à chaque ouverture normalisée, on va remultiplier par racine carrée de 2. Donc à 1,4 en fait c'est racine carrée de 2. On le remultiplie par racine carrée de 2, ben, racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça fait 2. Ben, on arrive à F2, logique. Et après, ben, on part de 2, on fait 2 fois racine carrée de 2. Ben, c'est-à-dire à peu près 2 fois 1,4, ben, ça fait 2,8. Voilà. Et après, on continue comme ça avec la même logique. Et donc, ça fait que tous les deux crans de diaphragme, en fait, là, on fait bien x2 finalement, parce qu'on fait racine carrée de 2 fois racine carrée de 2. Donc x2. Et voilà, tout s'explique. OK pour l'ouverture. Rien de plus, hein, finalement. À part qu'évidemment, on a cette histoire de flou d'arrière-plan, pas de flou d'arrière-plan, au contraire, on veut de la profondeur de champ. Ah oui, il y a aussi quand même que plus on est près de la grande ouverture, moins en général l'image est homogène, c'est-à-dire que souvent le centre est bon et les angles, les bords de la photo sont moins piqués. Hein. Alors après, ça dépend bien sûr des objectifs hein, et du prix qu'on y met et des progrès techniques aussi, hein, aussi, bien sûr, parce que là, entre des objectifs par exemple à f1.4 d'il y a 10 ans et les objectifs qui sortent maintenant, ils sont beaucoup plus nets, hein, ceux de maintenant, même sur les bords. Voilà, donc pour l'ouverture. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, surtout, c'est que la photo qu'on va faire, elle correspond à un IL bien précis suivant les conditions de lumière qu'il y a au moment où vous la prenez.
Et donc, comme on peut faire varier les IL, donc les intervalles de luminance, avec la vitesse et avec l'ouverture, on va jouer évidemment sur ces deux paramètres suivant ce qu'il va y avoir sur notre photo. Est-ce que c'est un portrait posé? Dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'une vitesse élevée, mais on a besoin d'une ouverture élevée. Est-ce qu'on va prendre un paysage? On n'a toujours pas besoin d'une vitesse élevée, mais on a besoin au contraire d'avoir une petite ouverture. Est-ce qu'on va faire une photo de sport où là, ce qui va primer, c'est d'avoir un temps de pause très court? On dit par erreur une vitesse élevée. Bref, voilà. Donc on va combiner en fait ces deux paramètres, hein, tout simplement. Alors l'appareil photo va le faire pour nous, hein, bien sûr. Il va le faire pour nous en mode programme où il fait tout seul, c'est-à-dire il va déterminer un couple temps de pause ouverture qui va exposer correctement la photo, mais c'est lui qui va choisir ce couple. Classiquement, on utilise évidemment beaucoup plus souvent ce qu'on appelle les priorités, donc la priorité ouverture où c'est nous qui choisissons l'ouverture. Ensuite, l'appareil se charge de calculer le temps de pause qui va donner la bonne exposition. Inversement, la priorité vitesse, qui est en fait la priorité temps de pause, là on va fixer le temps de pause et l'appareil va choisir tout seul l'ouverture. Et enfin, le mode manuel où là, on va fixer les deux sur ce qu'on a photographié. Hein, moi, personnellement, c'est le mode que j'utilise le plus. Voilà. Par contre, si vous n'êtes pas à la bonne exposition, si vous mettez un truc farfelu, un couple farfelu, bah, c'est pour votre pomme. Hein, c'est-à-dire que votre photo, elle sera surexposée ou sous-exposée. Alors, avec les hybrides, évidemment, on le voit très vite parce que dans le viseur ou sur l'écran, on voit hein, que c'est tout cramé ou alors que c'est tout sombre. En plus, on a souvent un petit bar graphe hein, qui nous met de combien on est surexposé ou sous-exposé quand on s'amuse à faire ça. Mais voilà, c'est aussi l'intérêt du mode manuel de pouvoir volontairement d'ailleurs sous-exposer ou surexposer sans utiliser ce qu'on appelle la correction d'exposition, qui elle est réservée plutôt au mode priorité. Voilà pour l'ouverture. Alors le dernier larron, comme je disais en introduction, qui est arrivé avec la photo numérique pour créer ce qu'on appelle le fameux triangle d'exposition, c'est la sensibilité. Alors la sensibilité du capteur. La sensibilité du capteur, faut savoir que elle est optimale, on va dire, à l'ISO natif. Hein. Donc sur le Fuji, c'est compliqué, c'est 160 ISO. Sur la plupart des boîtiers, c'est plus simple, c'est 100 ISO. Et donc 100 ISO, c'est un peu la base du calcul, on va dire. Et comme on va pouvoir faire varier aussi ces ISO, ben on va suivre exactement la même logique que pour la vitesse et l'ouverture. On va, à chaque cran d'ISO, hein, à chaque valeur normalisée, on va faire rentrer aussi 2 fois plus de lumière. Donc 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, voilà, logique. Ce qu'on appelle les puissances de 2. Alors, du coup, comment ça marche déjà? Là, c'est pas mécanique, hein, c'est purement électronique. En électronique, dans un système électronique, il y a toujours ce qu'on appelle le signal. Le signal, c'est la bonne partie, c'est ce qui, en photo, c'est ce qui va créer l'image, c'est le signal. Et puis, on a ce qui est inhérent à tout système électronique, le bruit. Le bruit, il est créé par le circuit électronique dans son ensemble, les imperfections du circuit électronique. Puisque là, pour le coup, c'est quand même quelque chose de physique, le circuit électronique. Eh bien, ça introduit ce fameux bruit, ce qui correspond à une dégradation, hein, ces points un peu colorés, voilà, qui apparaissent. Et ce qui compte, c'est donc le calcul qui s'appelle le signal sur bruit. C'est la division entre le signal, alors c'est des unités un peu particulières, hein, je vous passe le truc, mais enfin, on fait la division entre le signal et le bruit. Quand vous êtes à l'ISO natif, hein, par exemple 100 ISO, c'est que vous êtes au meilleur de votre rapport signal sur bruit, c'est-à-dire que c'est là où votre signal est le plus supérieur au bruit possible, on va dire, et c'est là donc concrètement que votre image est la moins dégradée.
Ensuite, quand on augmente les ISO, on fait quoi en fait? Eh bien, on diminue, volontairement pour le coup, on diminue le rapport signal sur bruit. C'est-à-dire que l'écart entre le signal et le bruit, on le réduit. On est bête, mais non. Parce que quand on fait ça, en fait, ça a un effet sur ce qu'on appelle les photosites qui forment le capteur. Les photosites, c'est des petites diodes, très petites, sensibles à la lumière, et on va les rendre plus sensibles. En fait, c'est-à-dire que, alors on va pas les rendre plus sensibles par magie, justement, c'est ça le truc. On va les rendre plus sensibles par ce qu'on appelle en électronique du gain. On va monter le gain, comme quand vous montez le volume, par exemple, dans des enceintes, c'est le même principe. Vous savez que si vous montez le volume vraiment très très haut, ce qui est très déconseillé pour les oreilles, vous avez une dégradation du son au bout d'un moment. Le son, il n'a plus la même qualité quand vous montez vraiment fort le volume. Sauf à avoir des enceintes et des amplis de super qualité. Là, c'est un peu la même chose finalement. C'est-à-dire qu'on va, en tournant les ISO, on va dégrader le rapport signal sur bruit, mais ça va avoir pour effet d'augmenter la sensibilité de manière électronique des photosites, en introduisant plus de bruit, mais aussi en doublant à chaque cran d'ISO la sensibilité finalement des photosites, c'est-à-dire en doublant la quantité de lumière captée. Et donc, c'est quand même évidemment intéressant parce que ça permet pour le coup de changer les ISO à chaque photo et surtout de pouvoir adapter notre ouverture et notre temps de pause avec les ISO. C'est-à-dire on introduit un troisième paramètre. Du coup, c'est plus compliqué que quand il n'y en avait que deux, mais c'est aussi plus intéressant. Alors du coup, maintenant, on peut se faire des priorités un peu différentes. C'est-à-dire que moi, voilà, souvent, je suis en mode manuel pour vitesse, temps de pause, ouverture. Et je suis en ISO automatique pour les ISO, c'est-à-dire que c'est eux que je vais laisser plutôt en automatique, en mettant bien sûr un plafond, voilà, pour dire je ne veux pas dépasser quand même tel niveau d'ISO, parce que je ne veux pas dépasser tel niveau de dégradation, ok. Mais ça ouvre évidemment des horizons forcément intéressants, parce que là, clac, vous voulez monter la vitesse sans changer l'ouverture, vous êtes en mode manuel, hop, c'est parti, et puis lui il va adapter les ISO tout seul, et dans l'autre sens pareil, ou alors c'est l'ouverture que vous voulez toucher sans toucher le temps de pause, hop, voilà. Donc c'est super. Alors bien sûr, la dégradation, jusqu'où on l'accepte, bon. Alors on a de la chance, en 2023, on a des capteurs qui sont capables, malgré la dégradation du signal sur bruit, de donner encore des photos très 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 correctes jusqu'à des valeurs ISO élevées. Alors bien sûr, c'est un peu mieux en plein format qu'en APS-C, et c'est mieux en APS-C qu'en micro 4/3, voilà, bon, c'est sûr. Après, tout dépend ce qu'on cherche, de quoi on a besoin aussi, très clairement. Et puis, suivant les marques, bien sûr, aussi, il y a des différences. Voilà. Et écoutez, ça sera tout pour le triangle d'exposition. J'espère que ces petites explications vous auront plu. Voilà, et bien, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, et au plaisir.